Et si la carte d'un pays était livrée avec des codes de triche? Des montagnes comme des forteresses, riches en eau et en ressources naturelles. Des détroits qui piègent les ennemis, comme à la fin d'un boss. Voilà la Turquie. Le boss final de la géographie. Et depuis 2000 ans, cette carte a fait disparaître des empires. Et si tu apprécies ces vidéos hebdomadaires, abonne-toi à la chaîne. Principalement pour que je puisse faire semblant que ça compte comme sortir prendre l'air, pour ainsi dire. Regarde ici. Voici le plateau anatolien, au centre de la Turquie. C'est le cœur du pays, s'étendant des plaines côtières de la mer Égée jusqu'à l'est, où se rejoignent les montagnes du Pont et du Taurus. Ankara, la capitale, est située au nord-ouest du plateau. Sur une carte de la population turque, on observe une forte concentration autour de la capitale. Cela équivaut à 19% de la Turquie, soit 150 et 1000 km², 58 300 mi-2. Mais d'abord, cela ne ressemble pas à un endroit qui serait le siège d'un empire. Le plateau anatolien peut être difficile. Il pleut très peu en été, donc la pluviométrie annuelle moyenne en Anatolie centrale est d'environ 40 cm. Mais cela peut beaucoup varier. Et pourtant, la région de l'Anatolie centrale est la plus grande zone agricole du pays, et c'est parce qu'elle n'est pas complètement sèche. Il fait froid, et il neige en hiver, avec des températures moyennes comprises entre 26,6 et 32 degrés Fahrenheit, soit entre -3 et 0 degrés Celsius. C'est là que la bénédiction géographique intervient. La neige fond toujours. L'eau pénètre le sol. Au printemps, l'Anatolie centrale est humide. L'Anatolie fut l'une des premières régions or croissant fertiles à adopter l'agriculture dès le milieu du 9e millénaire avant notre ère. Cela n'était pas seulement dû à sa proximité avec les premiers centres agricoles. Des sols fertiles, des climats variés et une eau abondante ont tous joué un rôle. Le gouvernement turc exploite toujours au mieux ses ressources naturelles. Un tiers du blé turc vient du centre de l'Anatolie. C'est aussi un lieu clé pour l'orge, mais les rendements fluctuent à cause du manque de pluie en milieu d'année. Cependant, il y a des moyens de compenser ce manque, et la Turquie offre de nombreuses alternatives. Les champs locaux produisent pois chiches, haricots, pommes de terre, lentilles et maïs. Ces pâturages ouverts autorisent le pâturage, mais sans gestion, le surpâturage appauvrit vite le sol et abîme la terre. Mais la production agricole turque ne se limite pas au plateau. Observez encore cette carte, et vous verrez que la zone la plus peuplée du pays est à l'ouest, près de la mer. Ces bandes de terre sont également fortement cultivées. Outre les cultures du plateau, la Turquie est le premier producteur mondial de noisettes, raisins secs, abricots et origan, au cas où il manquerait d'assaisonnement pour pizza. Au total, la moitié des terres de la Turquie est agricole. Le secteur emploie 15% de la main-d'œuvre turque, représente 10% de ses exportations et 5% de son produit intérieur brut. Historiquement, la Turquie était l'un des rares endroits autosuffisants en production alimentaire, et cela reste le cas pour de nombreuses cultures comme les fruits, les légumes et même le sucre. Mais elle est devenue un importateur net de denrées de base importantes, comme le blé ces dernières années. La Russie et l'Ukraine sont des fournisseurs essentiels de cette denrée, ce qui explique en partie pourquoi la Turquie a négocié un accord sur les céréales entre eux. Compter sur la Russie pour la nourriture, c'est comme confier une glace à un enfant. On connaît la suite. Ce n'est pas une bonne idée pour la Turquie. Moscou et Ankara font peut-être des affaires aujourd'hui, mais leur histoire, c'est surtout des siècles d'affrontements, avec la Russie qui prend généralement le dessus. Pourtant, la géographie turque devrait théoriquement garantir la sécurité alimentaire. Son sud-est profite de sa position dans le croissant fertile, véritable grenier à blé de l'humanité. Dans les années 70, Ankara a lancé le projet de développement de l'Anatolie du Sud-Est. C'était un projet immense de 22 barrages et 19 centrales hydroélectriques pour électrifier les villes et presque doubler les terres agricoles. Imaginez le barrage Hoover à son maximum. Mais la politique, les conflits et les retards ont réduit cette vision à un projet inachevé. 50 ans plus tard, cela reste une promesse. Mais des solutions de secours existent, comme vous l'aviez sans doute deviné. Outre une base agricole solide, la géographie turque est aussi un atout. Elle a un littoral d'environ 8400 km, 5200 miles de long. Et ce littoral offre à la Turquie deux atouts de plus. Le premier est simple. Un pays avec beaucoup de littoral a un large accès aux poissons. Pourtant, la pêche en Turquie n'est pas parmi les leaders mondiaux. En 2022,
C'était la 31e pêcherie la plus précieuse au monde, avec une valeur de production totale de près de 8,5 millions de tonnes. C'est bien loin du leader mondial, la Chine, qui a produit 88,6 millions de tonnes cette année-là. Même la Corée du Nord a produit environ 40 000 tonnes de plus que la Turquie. Mais il ne s'agit pas seulement de la quantité, c'est ce que vous en faites qui compte. En 2023, la Turquie a exporté 428 millions de dollars de poissons, contre 23 millions importés. Comparé avec la Chine, importateur net de poissons bien qu'elle soit le premier exportateur mondial. La Turquie pourrait s'appuyer sur son littoral pour renforcer sa sécurité alimentaire, mais la pêche reste secondaire. Quelques parties du littoral sont parfaites pour bronzer. Mais les Turcs contrôlaient le Bosphore et les Dardanelles, c'est comme être le videur du club le plus fréquenté du monde. Entrée et sortie interdites sans leur accord. C'est l'atout caché de la Turquie contre la Russie, le genre de levier qui fait réfléchir Vladimir Poutine à 2 fois avant de s'en prendre à son approvisionnement en blé. Et l'homme qui sait comment utiliser cet avantage géographique, Recep Tayyip Erdogan. C'est le dirigeant turc le plus influent depuis Atatürk. Atatürk s'est tourné vers l'ouest pour une démocratie libérale, tandis qu'Erdogan a pris la direction opposée. Sous sa direction, la Turquie s'est tournée vers le militarisme, le nationalisme et une nouvelle dose d'arrogance impériale. Sa décision de transformer à nouveau Sainte-Sophie en mosquée était en quelque sorte la suite de l'Empire ottoman, et comme la plupart des suites, elle est plus bruyante, plus tape à l'œil, et avec un budget plus important. Recep Tayyip Erdogan est controversé, mais il maîtrise l'utilisation stratégique de la géographie turque. Montagne comme mur, mer comme autoroute, détroit comme étranglement. Ce sont les mêmes outils utilisés par les empires depuis 2000 ans. La différence, c'est qu'ils jouent avec des drones, des pipelines et des bases mots avancées. Pour beaucoup, la Turquie moderne ressemble déjà à un néo-empire, étendant son influence dans des endroits où peu de gens s'y attendaient. Même si Recep Tayyip Erdogan voudrait tout le mérite, il ne le peut pas. L'Anatolie est le cœur battant des empires depuis des siècles. Et en 2022, la géographie lui a offert l'occasion parfaite de le prouver. Le 27 février, 3 jours après le début de la guerre de Poutine, la Turquie a dépoussiéré un traité de 1936 et a claqué la porte de la mer Noire sous son nez. Pas de renfort ni de flotte de secours, juste des drones marins errants et un égo sombrant. Cette règle restreint le passage des navires de guerre belligérants en mer Noire en temps de guerre, sauf pour ceux rejoignant leur base enregistrée. Le décret signifiait que la Russie ne pouvait pas renforcer sa flotte de la mer Noire, et les Ukrainiens ont vraiment apprécié ce geste lorsqu'ils l'ont ensuite décimé avec leurs drones marins. La puissance stratégique de la Turquie vient du contrôle des Dardanelles et de Bosphore, les seules portes d'accès entre la Méditerranée et la mer Noire. Le Bosphore est en quelque sorte le robinet à pétrole du monde, et la main de la Turquie est toujours sur la poignée. Ces voies navigables figurent parmi les passages les plus importants du monde depuis l'Antiquité. Aujourd'hui, environ 48 000 navires traversent chaque année le seul Bosphore, transportant 3 millions de barils de pétrole et 20 millions de tonnes de produits pétroliers par an. Et cela inclut 38% des exportations de pétrole brut de la Russie. Si Erdogan le voulait, il pourrait paralyser l'économie russe simplement en contrôlant les terres autour de ces détroits. Poutine le sait. C'est pourquoi il est resté courtois, même après qu'Erdogan ait humilié la flotte russe de la mer Noire et exigé la restitution de la Crimée à l'Ukraine. Pour la Russie, il est plus sûr de lui vendre du pétrole à un bon prix, et Erdogan est plus qu'heureux d'accepter l'accord, jouant sur les 2 tableaux du conflit à son avantage. Et c'est l'avantage de posséder les détroits. Toute économie qui dépend de cette route doit se plier aux règles de la Turquie. La seule façon de briser cette emprise serait d'évincer la Turquie. Et soyons honnêtes, c'est plus facile à dire qu'à faire. Il suffit de demander à Constantin le Grand. Au IVe siècle, il s'est installé ici pour fonder sa nouvelle capitale chrétienne étincelante et, dans un bel élan d'humilité, il l'a nommée d'après lui-même. Cette ville, Constantinople, a résisté pendant plus de 1000 ans, jusqu'à ce que d'énormes canons à poudre finissent par la faire tomber. 5 siècles plus tard, Français et Britanniques ont tenté leur chance à Gallipoli. Devinez quoi? Ça s'est terminé tout aussi mal. Les détroits sont tellement défendables qu'ils sont pratiquement un code de triche pour l'invincibilité géopolitique. Et les détroits ne sont pas le seul atout. Si on dézoome sur la carte, la Turquie est en fait une immense forteresse. Regardez une carte, terrain élevé, relief accidenté, 3 mers à proximité. Comment percer cela? Historiquement, la meilleure option était d'attaquer l'Anatolie depuis la mer,
Mais l'océan est le coéquipier le moins fiable de toute l'histoire. Une minute il vous porte, la suivante il abandonne en pleine action. On ne sait jamais quand les vagues se retournent contre vous. Prenez la mer Égée. Aujourd'hui, l'arrière-cour de la Turquie, elle était une menace constante dans l'Antiquité. Si la guerre de Troie a vraiment eu lieu, ce n'est que parce que les Grecs contrôlaient les routes maritimes. Cet avantage naval leur a permis de faire pression sur les Hittites et de grignoter leur contrôle de l'Anatolie occidentale. À l'époque, la mer était un cauchemar pour les empires anatoliens. Des millénaires plus tard, ces eaux posent encore problème. Aujourd'hui, le combat concerne le pétrole et le gaz, plus Hélène de Troie. La mer Égée et la Méditerranée orientale regorgent de réserves d'énergie inexploitées. En 2020, la Turquie a envoyé un navire explorer le pétrole et le gaz naturel près de sa côte sud. Il y avait juste un problème. Ces eaux étaient proches de l'île grecque de Castellorizo, qu'Athènes revendiquait comme son territoire avec une zone économique exclusive de 200 000 nautiques depuis sa côte. C'est conforme au droit maritime international, mais les Turcs étaient à contrarier. L'île est à seulement 1,2 mille de leur côte. Les marines turques et grecques se sont affrontées plusieurs semaines, Athènes connaissant les intentions d'Ankara. L'an passé, la Turquie avait envoyé des navires de recherche sismique dans des eaux disputées. Il y a des ressources précieuses en Méditerranée orientale, et Erdogan tient à les exploiter pour lui-même. Les Grecs ont maintenu une surveillance étroite. Le point culminant fut la collision entre une frégate grecque et une turque. La France, Israël et l'Égypte sont intervenus, inquiets pour la Grèce, ce qui a forcé la Turquie à reculer. Mais ce soutien étranger est un indice de l'ampleur du changement de l'équilibre des pouvoirs dans la région. Les pays ont tendance à former des coalitions lorsqu'ils craignent la montée en puissance d'un autre pays. C'est le cas en Méditerranée orientale. La mer jadis menaçante devient l'allié de la Turquie moderne grâce à sa montée en puissance militaire. Il y a des années, la Turquie a décidé qu'il valait mieux dominer la mer que de s'y laisser submerger. Et le résultat est évident. Il suffit de regarder les chiffres. En 2025, la Turquie comptait 90 navires, dont un porte-hélicoptère, 13 sous-marins, 17 frégates et 5 navires d'assaut amphibies. L'âge moyen est de seulement 22 ans. Pour une flotte, cela signifie qu'elle est encore dans la force de l'âge, loin de la retraite. Pendant ce temps, la Grèce possède une flotte respectable de 65 navires au total. C'est respectable, avec 10 sous-marins et 13 frégates, mais leurs coques ont en moyenne près de 32 ans. C'est comme affronter un boxeur au sommet alors que vous ne faites que raconter ses anciens exploits. Et ces histoires consistent surtout à se faire frapper à la tête. Dans les airs, la Turquie prend son envol. La Turquie dispose d'environ 1100 avions contre 558 pour la Grèce. Seuls les chasseurs sont proches, 201 contre 178. Ailleurs, sur les avions de transport, d'entraînement, ravitailleurs et hélicoptères, la Turquie domine. Ensuite, il y a les drones, le vrai atout de la Turquie. Vous avez sûrement vu le Bayraktar TB2 dans les actualités d'Ukraine, mais il n'est que la vedette principale. La Turquie déploie plus de 150 drones, éclaireurs, bombardiers, kamikazes, tout y est. Le TB3 peut aussi décoller depuis des navires d'assaut, les rendant similaires à des porte-avions économiques. À venir, le chasseur turc de 5e génération, TAITF Kan. Il vise à jouer dans la même cour que le F-35. La Turquie n'a pas tiré profit des ressources de la Méditerranée orientale. Pas encore. Avec une marine si puissante, il est difficile de faire pression sur Ankara en mer. Ainsi, la Grèce dépend du soutien étranger, sinon la Turquie garde l'avantage. Et il y a autre chose qui joue en faveur de ce pays forteresse. Disons que vous construisez une marine. La puissance maritime est plus efficace avec un solide appui géographique terrestre. Les États-Unis incarnent aujourd'hui cette puissance. Entourés par 2 océans qui les séparent de leurs rivaux potentiels, ils peuvent se permettre de construire une marine capable de projeter leur puissance loin de chez eux. La puissance maritime est plus efficace concentrée. La Chine souhaite que sa marine surpasse un jour celle des États-Unis, du moins dans sa région. Les États-Unis ont des engagements mondiaux, tandis que la Chine concentre sa puissance maritime sur la région clé pour ses objectifs. Pour les Turcs, la géographie offre l'opportunité de faire ces deux choses. Au nord du Bosphore se trouve la mer Noire. La Turquie y possède 991 miles, soit près de 1600 km de côte. Cette région a toujours été difficile. Ce carrefour maritime fait l'objet de rivalités entre les grandes puissances depuis l'Antiquité.
La Turquie a longtemps été en rivalité historique avec la Russie pour la mer Noire dans le monde moderne. Et pendant la guerre froide, l'endroit était pratiquement un lac soviétique. Même ainsi, le potentiel d'une action militaire contre le cœur anatolien par cette route était et reste pratiquement impossible. La côte turque de la mer Noire a une étroite bande de terre cultivant du maïs, isolée de l'intérieur par les montagnes pontiques. S'étendant sur environ 620 miles de la frontière géorgienne à la mer de Marmara, cette chaîne forme un mur naturel le long du rivage. L'altitude moyenne ici est d'environ 9200 pieds, avec le mont Kaskar comme point culminant, à un peu plus de 12 900 pieds, soit près de 4000 mètres. Ces montagnes abritent des forêts denses, feuillues près de la côte, conifères en altitude. C'est sympa. La Turquie profite de la protection des montagnes et forêts, tout en bénéficiant des atouts agricoles de la région. Comme ces noisettes, dont nous avons parlé. Excellente nouvelle pour tous les amateurs de Nutella. Cette région est aussi un haut lieu de production du thé que vous buvez le matin. Qu'en est-il de l'autre côté de la péninsule anatolienne? Il y a aussi une étroite bande côtière. Cependant, ce lieu n'est pas idéal pour l'agriculture. L'érosion est un vrai souci, mais il y a une plage. Antalya tire d'importants revenus touristiques de son littoral et de ses ruines antiques. Puis, le port de Mersin relie les portes de Cilicie, passage clé des monts Taurus, mur sud de ce pays forteresse. Les montagnes s'étendent parallèlement à la Méditerranée, sur une longueur de 932 miles, allant de la plaine côtière de l'Égée jusqu'à l'est. Là, elles rejoignent les hauts plateaux arméniens. Et si vous trouviez leur cousine du nord haute, attendez de voir celle-ci. Les monts Taurus ont une altitude moyenne de 10 400 pieds, soit environ 3200 mètres. Le mont Demir Kazik, point culminant de la chaîne centrale, atteint environ 3700 mètres, 12 300 pieds. Les régions du sud de la Turquie sont difficiles à attaquer, ce qui aide dans une zone instable. Mais pour être sûr, Ankara a pris une mesure supplémentaire et controversée pour sécuriser son flanc sud en s'impliquant dans l'un des différends les plus anciens des affaires internationales. Un ferry de 2 heures depuis le sud-est de la Turquie vous conduit à Chypre, île légendaire située à 109 km au large. Ce point stratégique de l'Est méditerranéen, abandonné par l'Empire britannique en 1960, restait important pour la Turquie, qui ne voulait pas perdre son influence. Mais la décolonisation est rarement simple. Chypre comptait 2 communautés distinctes, censées partager le pouvoir après le départ des Britanniques, un arrangement qui s'est effondré en seulement 3 ans. Un désaccord fiscal a provoqué l'effondrement du gouvernement et une lutte de pouvoir violente qui a laissé la majorité chypriote grecque en contrôle total de l'île. Les Chypriotes turcs étant isolés, et Ankara surveillait la situation. Selon les conditions de retrait britanniques, Londres, Athènes et Ankara devaient garantir l'ordre et la souveraineté à Chypre. Mais lorsque la junte militaire au pouvoir en Grèce a renversé le gouvernement légitime de l'île en 1974, la Turquie a affirmé que les Grecs avaient violé cet accord. Les forces armées turques ont envahi Chypre et ont établi la République turque de Chypre du Nord, un État reconnu uniquement par la Turquie. Depuis lors, l'île est restée divisée. Ankara présente sa présence comme une protection des minorités turques. Mais en réalité, le contrôle de ce territoire sert également ses intérêts stratégiques. Les montagnes et le contrôle du nord de Chypre protègent efficacement les côtes turques de la mer Noire et de la Méditerranée contre d'éventuels ennemis. Ankara peut ainsi concentrer sa puissance navale pour gérer les problèmes en mer Égée ou contrer la Russie en mer Noire si besoin. La Turquie et la Grèce restent toutes 2 membres de l'OTAN. Un ennemi commun rapproche parfois d'anciens adversaires, non ? De retour en Méditerranée orientale, Chypre est bien plus qu'une ligne de défense. C'est un point de lancement pour projeter la puissance en mer, maintenant les rivaux incertains, pendant que la Turquie protège ses côtes et son commerce. La Turquie a souligné l'importance de l'île en faisant atterrir un drone Bayraktar TB, 2 sur la base aérienne de Getikale au nord de Chypre. Aucun avion de combat traditionnel n'y a été stationné depuis 2000, mais la Turquie veut protéger ses navires d'exploration énergétique. Puisque c'est une puissance dans les drones, tout Bayraktar peut le faire ici pour moins cher et avec moins de controverses. Mais l'influence de la Turquie en Méditerranée orientale via Chypre ne s'arrêtera probablement pas à Getikale. Recep Tayyip Erdogan envisage depuis 2019 de construire une base navale permanente dans le nord de Chypre. Les plans sont restés en suspens,
Mais en juillet 2024, Recep Tayyip Erdogan a affirmé que la Turquie était prête à y construire une base, si nécessaire. Menacés, les Grecs ont envisagé de construire leur propre base dans le sud de Chypre. Pour lui, il est toujours bon d'avoir des options. En défense, la géographie a aussi offert d'autres avantages à l'Anatolie. Les empires anatoliens ont toujours fait face à des dangers à l'est, notamment les Hittites, contre les Mitannies et les Assyriens. L'Empire romain d'Orient devait faire face aux Perses, tout comme les Ottomans. Heureusement, pour les Turcs et leurs prédécesseurs, l'Anatolie orientale se prête parfaitement à la défense. Voyons pourquoi en explorant une étrange légende locale. Voici le mont Ararat, situé à l'extrême nord-est de la Turquie. C'est le point culminant du pays, avec plus de 5100 mètres d'altitude. Selon la tradition, l'arche de Noé aurait accosté cette montagne après le déluge. Cette tradition est erronée, mais le fait qu'elle soit fausse est important quand on parle de la géographie exceptionnelle de la Turquie. Le récit biblique dit que l'arche de Noé ne s'est pas posée sur le mont Ararat, mais sur les montagnes d'Ararat. C'était une façon ancienne de parler de la région qu'on appelle aujourd'hui les Hautes Terres arméniennes. Ces Hautes Terres couvrent une immense région. Elles s'étendent de la mer Noire au nord jusqu'au plateau iranien au sud, sur 238 000 miles carrés, soit 616 000 km carrés de territoire. Observez ces terres sur une carte topographique. Elles dessinent une belle frontière orientale de la Turquie, surtout près de l'un des rares pays potentiellement menaçants dans la région, l'Iran. En général, deux grandes puissances voisines, c'est une mauvaise idée. Mais grâce au haut plateau arménien, la Turquie n'est pas vraiment en danger face à son voisin iranien. Ce concept a été prouvé. À la fin du XVIIIe et au début du IXe siècle, les Turcs ottomans sunnites et les Iraniens chiites se sont affrontés pour le territoire, le commerce et des tensions sectaires. Les Iraniens devaient traverser des hauts plateaux montagneux traîtres, un terrain idéal pour de solides fortifications. Leurs attaques ont échoué, assurant la sécurité du cœur ottoman. La Turquie et l'Iran ont entretenu des relations compliquées depuis lors, mais notre visite de cette forteresse naturelle comporte encore une étape avant que nous ne regardions au-delà de ses frontières. Une dernière ligne de défense pour la frontière nord, bien qu'elle n'ait pas toujours été aussi solide qu'aujourd'hui. Les montagnes du Caucase, qui s'étendent sur 1200 km, allant de la mer Noire à la mer Caspienne. Une superficie d'environ 184 000 milles carrés, soit plus de 476 000 km². L'altitude moyenne est de près de 7200 pieds. La montagne la plus haute est l'Elbrus. Avec près de 18 500 pieds, c'est le sommet le plus élevé d'Europe. Cependant, cette montagne ne se trouve pas en Turquie. Située en Kabardino-Balkarie, Russie, la haute montagne convient aussi à Ankara. Le Caucase agit comme un tampon naturel contre la Russie. Et c'est important puisque Moscou a déjà tenté d'envahir la Turquie par cette route. La Turquie a perdu Kars au profit des Russes, durant la guerre russo-turque, de 1877-1878, mais l'a récupérée après la Première Guerre mondiale. C'est la valeur d'une zone tampon montagneuse. Sont bien moins susceptibles d'avancer assez pour exiger d'importantes concessions territoriales. Aujourd'hui, la zone tampon du Caucase s'est étendue, modifiant l'équilibre des pouvoirs. La Russie a rapidement écrasé les tentatives d'indépendance en Arménie, en Géorgie et en Azerbaïdjan, les intégrant à l'Union soviétique. Pendant la Seconde Guerre mondiale, la Turquie neutre observait l'Allemagne nazie envahir le Caucase du Nord, soulagée par la distance mais consciente de sa frontière avec son ancien ennemi. La Turquie a rejoint l'OTAN en 1952, renforçant la défense. Le temps a été clément en Turquie. La mainmise de Moscou sur la majeure partie du Caucase s'est effondrée presque du jour au lendemain, avec la chute de l'Union soviétique, laissant 4 États indépendants dans les montagnes. Aujourd'hui, la Géorgie fait tampon au nord, tandis que la Russie ne garde que le Caucase du Nord et utilise des régimes fantoches en Géorgie pour tenter de retrouver son influence régionale. Un autre État du Caucase, l'Azerbaïdjan, offre de meilleures perspectives à Ankara, mais nous en parlerons bientôt. Avant d'en arriver là, nous devons encore faire une petite comparaison entre la Turquie et un vieil ennemi. Notre visite de la forteresse Turquie révèle sa protection par la mer sur 3 côtés et des chaînes de montagnes à proximité. Ce qui distingue la Turquie de son rival historique, la Russie, c'est sa manière d'être une grande puissance. Pour Recep Tayyip Erdogan et Vladimir Poutine, attaquer est la meilleure défense, mais leurs positions diffèrent fortement.
Vladimir Poutine a envahi l'Ukraine pour raviver l'Empire russe et l'Union soviétique, invoquant les frontières européennes difficiles à défendre de la Russie. Mais les frontières turques sont bien protégées. La géographie turque, contrairement à la Russie, renforce sa puissance. Elle permet à Erdogan d'étendre son influence à l'étranger plus efficacement. Les éléments sur la carte sont parfois stables, mais les frontières ne le sont pas. Celles-ci changent fréquemment, et la puissance des nations qui les soutiennent évolue encore plus rapidement. Au XXIe siècle, la Turquie est plus forte que ses voisins affaiblis. Les Grecs gênent la Turquie, mais Ankara a en Asie sa meilleure opportunité depuis des siècles. La Turquie utilise sa position pour construire une zone tampon géographique encore plus large dans la région, ce qui devrait apporter plus de richesse au cœur anatolien de la Turquie. Les guerres ottomano-iraniennes sont révolues, mais Turquie et Iran partagent encore une frontière, ce qui maintient les tensions entre ses voisins. Les relations sont plus calmes aujourd'hui, mais lorsque la guerre civile en Syrie a éclaté en 2011, les deux pays avaient des enjeux très différents. Pour la Turquie, l'instabilité du voisin était un cauchemar. La guerre risquait de déborder sur certaines de ses terres agricoles les plus fertiles, alors Ankara était en état d'alerte maximale. Les craintes se sont avérées réelles. Des millions de réfugiés ont afflué à travers la frontière, mais pour Erdogan, la plus grande inquiétude n'était pas les réfugiés. C'était le risque que l'ancienne fracture ethnique ressurgisse. C'est l'une des rares faiblesses structurelles de la Turquie, preuve que même une géographie overpowered a quelques défauts. Les Turcs anatoliens ne sont pas l'unique groupe ethnique en Turquie. La CIA estime qu'ils constituent 70 à 75% de la population. Les Kurdes, principale minorité du pays, composent 19% de la population. Les relations entre les deux sont tendues depuis 100 ans. Les choses se sont vraiment envenimées en 1984, lorsque le Parti des travailleurs du Kurdistan, a lancé une insurrection à grande échelle. Mais les Kurdes ne sont pas limités à la Turquie. L'Iran, l'Irak, la Syrie et l'Azerbaïdjan ont tous d'importantes populations kurdes. Au début de la guerre civile syrienne, Ankara a craint qu'elle n'inspire les séparatistes kurdes et menace son intégrité territoriale. Cette intervention était une conséquence naturelle et a marqué un tournant dans la politique étrangère moderne de la Turquie. Au départ, la Syrie paraissait perdue. L'Iran et son allié la Russie semblaient avoir assuré le pouvoir de Bachar el-Assad, jusqu'à ce qu'il soit renversé en seulement quelques semaines, entre novembre et décembre 2024. Ce fut une campagne stupéfiante, et Ankara était là pour l'accompagner. Le nouveau président de la Syrie, Ahmed al-Shara, est très différent d'el-Assad. En février dernier, Erdogan l'a rencontré et s'est engagé à le soutenir dans la lutte contre toutes les formes de terrorisme. C'est en gros un terme utilisé pour désigner les Kurdes du nord-est de la Syrie, que le gouvernement turc considère comme liés au Parti des travailleurs du Kurdistan. Mais il y a une certaine contradiction dans cette idée. Comment peut-il encore y avoir des liens si le Parti des travailleurs du Kurdistan n'existe plus ? Alors que Bachar el-Assad se rendait rapidement à Moscou, la Turquie a fait une nouvelle avancée diplomatique. Un nouveau cycle de pourparlers de paix avec le Parti des travailleurs du Kurdistan avait débuté, et le 12 mai 2025, le parti a voté sa dissolution. Comme toute bonne bureaucratie, ils ont laissé une faille pratique. La Turquie a annoncé qu'elle continuerait d'agir contre tout reste actif du Parti des travailleurs du Kurdistan dans la région, et elle dispose des bases nécessaires pour le faire. La fin du régime d'Assad ne signifiait pas la fin de l'intervention de la Turquie en Syrie. Les forces démocratiques syriennes kurdes signalent plus de 200 installations militaires turques dans le nord de la Syrie, un nombre en hausse. La Turquie élargit ses opérations à Palmyre, Tifor et Mina via un accord avec le nouveau gouvernement syrien, officiellement pour la formation et contrer Daesh. Mais cela permet aussi l'utilisation de systèmes de défense aérienne et de drones. Regardez-les sur une carte, et vous pouvez voir leur importance pour d'éventuelles opérations contre les Kurdes. La Turquie a obtenu tout ce qu'elle voulait de la Syrie. Et la guerre n'était qu'un des événements de la région dont Ankara a profité. La guerre civile syrienne s'est étendue à l'Irak, où la grande population kurde du nord a suscité de nouvelles inquiétudes pour la Turquie. Alors Ankara est également intervenu là-bas. La Turquie est entrée en Irak en 1994 pour poursuivre les forces du Parti des travailleurs du Kurdistan. Elle est restée présente près de Mossoul, mais de nouvelles bases apparaissent encore. En 6 mois de 2024, la Turquie a mené près de 1100 attaques en Irak et construit de nouvelles bases au nord-est de Batifa.
Les déclarations officielles indiquent que la Turquie a pénétré sur le territoire irakien entre 6 et 25 miles, soit 10 à 40 km, selon la partie de la frontière où vous faites votre tour. Et les bases? La Turquie affirme en avoir 11. Le député irakien Hussein Al-Ameri, membre de la commission de la défense, affirme qu'il y en a au moins 40. Jabba Al-Yawar, ex-ministre du gouvernement régional du Kurdistan, estime que le nombre pourrait atteindre 80. Le Parti des travailleurs du Kurdistan est peut-être censé se dissoudre, mais ne vous y trompez pas, ce n'est qu'un prétexte. La Turquie ne quittera pas ses bases de sitôt, surtout parce qu'elles ne sont pas seulement de bons bastions contre les Kurdes. Une carte a commencé à apparaître dans les médias d'État turc il y a environ 10 ans. Les frontières turques s'étendent en Syrie et en Irak, incluant Alep, Mossoul, Erbil et Kirkouk. À peu près à la même époque où ces cartes ont été publiées, Erdogan critiquait le traité de Lausanne de 1923, qui a créé les frontières modernes de la Turquie. Il a affirmé que cela avait rendu le pays trop petit, négligeant ses territoires historiques, et les Turcs locaux. La Turquie vise l'Irak, mais il faut aussi considérer l'Azerbaïdjan pour saisir ses ambitions. Avoir les bons amis permet de mieux profiter de sa géographie. Et pour la Turquie, l'Azerbaïdjan est un meilleur ami avec des avantages. Les Azerbaïdjanais, peuple turcique, facilitent ainsi les relations. Encore mieux, cette amitié porte l'influence turque jusqu'à la mer Caspienne. Il n'y a qu'un seul obstacle pour Ankara, l'Arménie. Elle est coincée juste entre la Turquie et l'Azerbaïdjan. Son territoire reconnu ne peut simplement pas être effacé de la carte. Mais la région séparatiste du Haut-Karabakh a offert le prétexte parfait pour faire avancer les ambitions caspiennes de la Turquie. Cet endroit a été créé par l'Union soviétique en 1923, mais ce n'était pas un territoire distinct en soi. Il relevait légalement de la République socialiste soviétique d'Azerbaïdjan et était un oblast autonome. Ça semble compliqué? Ce sera pire. Le Haut-Karabakh abritait une population composée à 95% d'Arméniens ethniques. Et en 1988, alors que l'Union soviétique était à l'agonie, son assemblée locale a déclaré son souhait de rejoindre la République d'Arménie. La guerre a éclaté même avant l'effondrement de l'Union soviétique. Les combats ont pris fin en 1994 de l'Arménie, étant en position de force, ce que la Turquie n'a pas apprécié. Alors que la marine turque affrontait la flotte grecque dans un bras de fer à l'ouest, elle rencontrait beaucoup moins d'obstacles pour faire avancer ses plans à l'est. Fin septembre 2020, la paix au Haut-Karabakh s'est effondrée, sans que la Turquie ne s'en soucie. Elle y a vu deux opportunités. Le conflit était un terrain d'essai idéal pour certains de ces nouveaux drones, et ils ont rencontré un succès immédiat, mais pas auprès des personnes qu'ils visaient. L'Arménie dominait militairement l'Azerbaïdjan malgré moins de troupes, mais ce n'est plus le cas. L'Azerbaïdjan a repris presque tout le territoire qu'il avait perdu lors de la Première Guerre. 3 ans après, le cessez-le-feu a encore échoué. L'Azerbaïdjan a pris le reste du Haut-Karabakh, forçant presque toute la population arménienne à fuir. A été accusé de nettoyage ethnique, mais Erdogan a soutenu l'offensive, affirmant que la Turquie et l'Azerbaïdjan agissaient ensemble sous le principe d'une nation, 2 États, pour défendre l'intégrité territoriale. En d'autres termes, l'Azerbaïdjan et la Turquie font partie du même projet, un projet qui s'étend commodément sur les hauts plateaux arméniens. La relation avec Bakou garantit que la position de la Turquie à l'est est pratiquement imprenable. Avec son cœur de forteresse, l'Azerbaïdjan comme multiplicateur de force, et une grande série de bases pour fournir un tampon supplémentaire, la Turquie peut aller de l'avant avec ses plans pour s'enrichir davantage. Vous connaissez l'initiative La Ceinture et la route de la Chine. La Turquie possède sa version, appelée Route internationale de transport transcaspienne. L'objectif est sans aller de relier l'Europe à la Chine en passant par la Turquie, l'Azerbaïdjan, la Géorgie et le Kazakhstan. De façon pratique, la Turquie se voit jouer le rôle principal en reliant l'Europe avide d'énergie aux fournisseurs, tout en contournant la Russie et l'Iran. Oui, tu as bien entendu. La Turquie achète l'énergie russe à bas prix et revend à l'Europe d'autres sources, transitant par son territoire. Mais les ambitions de la Turquie ne se sont pas arrêtées là. Avec une base arrière et un environnement sécurisé, Ankara étend désormais son influence encore plus loin. En 2019, la base s'est agrandie avec des éléments navals et aériens. L'endroit compte des milliers de soldats, avions, artillerie et commandos spéciaux. Que protège-t-il ? Regardez une autre carte de la région. Le Qatar est cette petite pointe en forme de doigt sur la péninsule arabique.
Ce lieu est peut-être petit, mais il est riche. Au début de 2025, son produit intérieur brut par habitant était le 10e plus élevé au monde, à près de 73 000 $. Il détient aussi la 3e plus grande réserve mondiale de gaz naturel, avec 860 et 11 000 milliards de mètres cubes. En ce qui concerne le pétrole, il dispose d'une réserve d'au moins 25,24 milliards de barils, ce qui le classe au 14e rang mondial. Où va toute cette énergie? Si Recep Tayyip Erdogan l'obtient, elle ira en Turquie. Vous vous rappelez ces bases au nord de l'Irak? Elles ne servent pas qu'à une chose, elles sécurisent aussi la route facilement. En avril 2024, la Turquie a signé un accord majeur avec le Qatar, les Émirats Arabes Unis et l'Irak. C'était un projet ferroviaire de 17 milliards de dollars reliant la Turquie aux États du Golfe via le grand port de Fa en Irak sur la péninsule d'Alfa. Regardez simplement cela sur une carte. Si vous êtes Vladimir Poutine, vous pouvez vous demander combien de temps la Turquie achètera encore votre énergie et financera votre guerre. Mais Poutine ne peut rien y changer. Il reste coincé avec un pays dont la géographie l'affaiblit sans cesse. La géographie de l'Anatolie, plus compacte et facile à défendre, lui assure la sécurité stratégique nécessaire pour étendre son influence. C'est pourquoi ce lieu a été central, des Hittites à l'âge du bronze jusqu'à la renaissance ottomane d'Erdogan aujourd'hui. La Russie a peut-être l'arme nucléaire, pas la Turquie, mais c'est la géographie qui domine toujours. Les hommes forts impériaux convoitent les empires, et dans ce monde-là, la Russie est coincée à combattre sa propre carte. La Turquie est protégée par ses montagnes, ses détroits précieux, une marine moderne et des flottes de drones tueurs. Depuis plus de 2000 ans, la Turquie joue avec des astuces de cartes, tandis que tous les autres sont coincés en mode difficile. Merci d'avoir regardé. Si vous avez aimé la vidéo et souhaitez en voir d'autres, abonnez-vous et activez les notifications. Merci encore. À la prochaine sur MatPack, ça change vraiment tout.